Mon nouveau patron coupait dans les protocoles de sécurité, pour maximiser ses profits. Lorsque l'unité de mon fils a perdu toute communication, il a dit, il est peut-être temps pour la vieille garde de se retirer avec élégance. J'ai souri, je suis sorti, et j'ai appelé le Pentagone. Le lendemain, des agents fédéraux débarquaient, et mon ancien patron m'envoyait 47 emails, s'il te plaît, ne témoigne pas. J'étais engagé dans ce combat depuis 42 ans. 20 ans dans l'armée. Et 22 de plus à m'assurer que les systèmes fonctionnaient, afin que la prochaine génération de soldats puisse rentrer vivante au pays. Ce mardi matin-là, en franchissant les portes vitrées d'Apex Défense Solutions, je ne savais pas encore que ce jour-là, tout allait changer. Le courrier électronique m'attendait dans ma boîte de réception, telle une mine antipersonnelle. Réunion générale obligatoire, revue de l'efficacité opérationnelle. En bas de la page, la signature de Brad Kessler. Ce diplômé d'un MBA de Stanford, recruté il y a 6 mois à peine, pour moderniser nos infrastructures existantes. En clair, réduire les coûts et augmenter les marges de profit pour les vautours du capital investissement qui nous avait racheté. J'ai pris mon café, noir, sans sucre, le même que je buvais depuis mes classes à l'armée, puis je me suis dirigé vers la salle de conférence Alpha. C'était la grande salle, celle avec les écrans muraux, et la longue table en acajou qui avait accueilli un millier de briefings sur la sécurité de l'épine dorsale numérique de l'Amérique. Brad était déjà installé. Chemise blanche. Impeccable, sans cravate, affichant ce style décontracté, mais soigneusement calculé, de la Silicon Valley. 34 ans, et l'assurance typique de celui qui n'a jamais entendu de balle siffler à ses oreilles. Il faisait défiler des diapositives sur son ordinateur portable. C'était probablement la même présentation sur l'optimisation des coûts, celle qu'il avait déjà servi à une douzaine d'autres sous-traitants de la défense, avant d'atterrir chez nous. Franck, dit-il en m'adressant son sourire. Ultra travaillé, ravi que tu aies pu venir. Comme si j'avais le choix. J'ai pris ma place habituelle, à 3 sièges du bout de la table, assez près pour tout entendre, et assez en retrait pour pouvoir observer. De vieilles habitudes. Héritées des briefings de renseignement à Bagdad. La salle s'est remplie lentement. Amanda Price, des ressources humaines. Débordante d'énergie nerveuse et d'enthousiasme forcé. Tyler Brooks, du service d'analyse, le petit protégé de Brad qui traitait la moindre conversation comme s'il s'agissait d'une conférence TED. Une poignée d'autres chefs de département. Pour la plupart des civils, arrivés après le rachat de l'entreprise. Ce qui m'a frappé, en revanche, c'est l'absence de certains visages. Le colonel Jake Torres, notre liaison avec la NSA, assistait toujours à ces réunions. Tout comme Patricia Wells, notre interface avec le Pentagone. Mais cette fois-ci, l'atmosphère semblait différente, plus restreinte, plus fermée. Très bien. Entrons dans le vif du sujet, commença Brad, en affichant sa première diapositive, bilan des performances du 3e trimestre et réalignement stratégique. Les mots à la mode ont immédiatement commencé à fuser. Synergie, évolutivité, optimisation. J'avais déjà entendu tout cela, mais cette fois, le ton semblait plus menaçant. Brad préparait manifestement son coup. Nos protocoles de sécurité, poursuivit-il, en passant à une diapositive couverte de flèches rouges pointant vers le bas, consomment 37% de notre budget opérationnel. Ce n'est tout simplement plus tenable, dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Ces protocoles n'étaient pas de simples lignes sur un tableur. Ils représentaient la différence vitale entre des communications cryptées atteignant nos bases opérationnelles avancées, et des messages interceptés par des forces hostiles. J'avais aidé à en rédiger la moitié, après avoir vu de courageux soldats mourir, uniquement parce qu'un sous-traitant avait rogné sur les coûts des réseaux sécurisés. Franck. La voix de Brad brisa le fil de mes pensées. En tant qu'analyste
Seigneur de nos systèmes de défense, je suppose que tu as des idées pour rationaliser ces processus existants. Ces processus existants. Ceux-là même. Qui avaient permis de garder les forces américaines connectées et protégées pendant plus de 2 décennies. Je me savais dans mon droit, et je me suis levé. Lentement, de la manière dont on m'avait appris à m'adresser à mes officiers supérieurs, même si ce cow-boy d'entreprise n'avait de sa vie jamais porté l'uniforme. Ces protocoles existent pour une excellente raison, ai-je déclaré, en gardant une voix parfaitement calme. Chacun d'eux a été mis en œuvre suite à une faille de sécurité bien précise, qui a coûté des vies humaines, ou compromis des opérations majeures. Le sourire de Brad ne faiblit pas d'un pouce. J'apprécie ce rappel historique, Frank, mais nous devons aller de l'avant, pas regarder en arrière. Nos analyses démontrent que nous pouvons maintenir la sécurité opérationnelle, tout en réduisant les redondances de 40%. Les redondances. Le mot est sorti de ma bouche avec plus de dureté que je ne l'aurais voulu. Ces redondances sont précisément ce qui garantit la sécurité des communications, lorsque les systèmes principaux tombent en panne. Quand le sergent-chef Morrison et son unité réclament une évacuation sanitaire en territoire hostile, ils ne cherchent pas des solutions économiques. Ils cherchent des systèmes qui marchent. Le prénom de mon fils, Tommy, m'a échappé avant même que je ne puisse me retenir. Il en était à son 6e mois de son second déploiement, assurant la sécurité d'opérations d'escorte dans une zone classifiée, quelque part au Moyen-Orient. Le genre de théâtre d'opération ou des communications sécurisées font toute la différence entre une mission réussie et un cercueil recouvert du drapeau national. L'expression de Brad s'est légèrement modifiée. Ce n'était pas tout à fait de l'irritation, mais cela y ressemblait fort. Je comprends ton attachement émotionnel à ces protocoles, Frank, mais les émotions ne peuvent pas guider des décisions stratégiques. Un attachement émotionnel. Voilà comment il qualifiait 42 années passées à garder les combattants américains connectés et en vie. Je sentais que toute la pièce nous observait, attendant de voir si le vieux soldat allait exploser, ou s'il allait s'incliner. Reçu 5 sur 5, ai-je dit, utilisant cette formule militaire qui signifie qu'on a entendu, mais qu'on n'est pas d'accord. Cependant, ces protocoles sont imposés par les directives des OD 8570 et les cadres du NIST. Toute modification exige l'approbation du Pentagone, ainsi qu'un contrôle du Congrès. Brad balaya l'objection d'un revers de main méprisant. Nous nous chargerons de la paperasse réglementaire. Ce que j'attends de ton équipe, c'est une matrice de sécurité simplifiée, qui réduise le temps d'implémentation de 60% et divise par 2 les besoins en matériel. Je suis resté debout. Dans l'armée, on ne se rassoit pas tant qu'on ne vous y a pas autorisé, ou que la discussion n'est pas terminée. Et cette discussion était loin d'être close. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les marchés de la défense. Ces systèmes soutiennent des opérations de combat actives. Toute modification des protocoles de sécurité exige des essais sur le terrain, une évaluation par le Pentagone, et le ton de Brad se fit plus tranchant. Je ne te demande pas une thèse sur la bureaucratie militaire. Je te donne une directive. Nous devons rendre des comptes à des actionnaires, pas seulement au Pentagone. Voilà, c'était dit. L'aveu direct que les marges bénéficiaires comptaient plus que la vie des hommes et des femmes dépendant de nos systèmes. J'ai pensé à Tommy, perdu quelque part dans le désert, qui faisait confiance à ce matériel pour rester connecté à sa base, persuadé que ses équipements avaient été conçus par des gens conscients de ce qu'impliquait une panne. Bien reçu, ai-je répondu. J'aurai besoin de cette directive par écrit, accompagnée de votre confirmation signée indiquant que ces changements peuvent nuire à la sécurité opérationnelle des missions en cours. Le sourire de Brad réapparut, bien plus crispé cette fois. Évidemment. Amanda, assure-toi que
Frank reçoive toute la documentation nécessaire. Amanda Price opina du chef. Avec empressement, prenant déjà des notes de manière zélée. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 8 ans, bien avant le rachat, mais elle s'était très vite adaptée à cette nouvelle culture d'entreprise. L'instinct de survie, sans doute. Encore une chose, ajouta Brad, en affichant ça. Diapositive suivante. Nous mettons en place une nouvelle structure d'équipe. Plus collaborative, et moins hiérarchique. L'image présentait des organigrammes remplis de flèches et de cases, mais ce que j'y lisais, moi. C'était une purge pure et simple. La moitié des noms figurant dans les départements restructurés appartenaient à des vétérans. Des hommes, et des femmes, qui avaient servi leur pays sous les drapeaux, avant d'apporter cette même abnégation à sa protection en tant que civil. Désormais, on les étiquetait comme du personnel obsolète, et on les reléguait à des rôles subalternes. Jake Torres va quitter ses fonctions de liaison, pour passer à un rôle de consultant, annonça Brad. Le commandant Jake Torres cumulait pourtant 25 ans d'expérience dans le renseignement de la Navy, dont 3 déploiements complets dédiés à la coordination de la sécurité des communications navales. Il m'avait sauvé la mise. Plus d'une fois, lorsque des défaillances de système menaçaient des opérations critiques. Tyler reprendra la coordination quotidienne avec nos partenaires gouvernementaux, poursuivit Brad. Tyler Brooks, 28 ans, titulaire d'un MBA, et affichant précisément 0 expérience dans le domaine des communications classifiées. Il n'avait probablement jamais mis les pieds dans une zone sécurisée de type SIF, et comprenait encore moins pourquoi nous exigions un triple cryptage redondant, pour les liaisons satellites montantes. Qu'en est-il des habilitations de sécurité requises, ai-je demandé. Tyler ne possède pas les accréditations nécessaires pour assurer la liaison avec le Pentagone. Nous efforçons d'accélérer sa procédure d'habilitation, intervint alors Amanda. La nouvelle direction soutient activement la simplification des protocoles de sécurité. J'ai failli éclater de rire. Les habilitations de sécurité ne s'accélèrent pas sur un simple claquement de doigts. Elles s'obtiennent par des années de service, des enquêtes de moralité approfondies remontant sur plusieurs générations, et cette confiance unique, forgée en faisant ses preuves sous le feu ennemi. Le plus grand défi de Tyler, jusqu'ici, avait consisté à choisir entre 2 mutuelles d'entreprise. En attendant, reprit Brad, nous allons externaliser une partie de la maintenance de nos serveurs, pour réduire les frais généraux. J'ai trouvé un prestataire capable de fournir les mêmes services, pour un coût inférieur de 40%. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel prestataire? Techflow Solutions. Tarif très compétitif, excellent historique. Je connaissais bien Techflow. C'était une entreprise convenable pour du support informatique civil, certes. Mais il n'avait absolument aucune expérience des exigences de sécurité de niveau militaire. Pas d'accréditation, aucun sens des protocoles de sécurité. Des communications, consec, et rien à faire près de systèmes connectés à des zones de combat actives. Monsieur, ces serveurs traitent des informations classifiées. Les réglementations fédérales en vigueur imposent. Brad m'interrompit aussitôt. J'apprécie ton souci du détail, Frank, mais nous devons faire confiance à notre processus d'approvisionnement. Ces décisions ont fait l'objet d'un examen très rigoureux. Validé par qui? J'aurais voulu lui poser la question, mais je connaissais déjà la réponse. Elles étaient validées par des feuilles de calcul, et des prévisions de bénéfices, non par des hommes capables de comprendre ce qui se passe sur le terrain, lorsque des communications sécurisées lâchent en plein territoire hostile. La réunion s'éternisa encore pendant 1 heure. Toujours plus de graphiques. Plus de jargon d'école de commerce, et de longs exposés sur la façon dont l'entreprise pivotait vers un modèle opérationnel plus agile. À la fin, j'avais l'impression d'assister à la démolition programmée d'un édifice que j'avais
moi-même aidé à bâtir, brique par brique. En retournant vers mon bureau, je suis passé devant le mur de photos, près de l'ascenseur. 22 ans d'histoire de l'entreprise s'y étalaient. Des clichés d'inauguration, de signature de contrats officiels, et de remise de prix. Sur la moitié d'entre eux, j'apparaissais quelque part à l'arrière-plan, incarnant le type discret qui s'assurait que la technologie fonctionnait réellement, une fois les projecteurs éteints. Mon bureau se situait au 3e étage, une suite d'angles dotés de fenêtres orientées vers le Potomac. 22 ans d'ancienneté offraient certains privilèges, du moins, jusqu'à la prochaine revue d'optimisation. J'ai refermé la porte, puis j'ai sorti mon téléphone sécurisé, celui doté d'une coque rouge qui me reliait directement au réseau du ministère de la Défense, DoD. Le message qui m'y attendait m'a tordu l'estomac. Papa, les communications coupent sans arrêt depuis une semaine. On a perdu le contact avec la base pendant 6 heures hier, en pleine patrouille. Tout va bien chez toi. L'unité de Tommy subissait de graves coupures de liaison. Ces mêmes réseaux que je luttais tant pour protéger montraient déjà de sérieuses failles, sous l'effet des économies de bout de chandelle imposées par Brad. Je me suis affalé sur ma chaise, les yeux fixés sur l'écran. 6 heures. Sans aucun contact. 6 heures durant lesquelles l'unité de mon fils ne pouvait pas appeler de renfort, ne pouvait pas se coordonner avec sa base, et ne pouvait demander aucun soutien médical d'urgence, si les choses tournaient mal. 6 heures passées à avancer totalement à l'aveugle, en plein territoire ennemi. L'ironie de la situation était flagrante. Brad voulant amputer notre budget de sécurité de 40%, alors que mon propre fils payait déjà le prix fort pour les compromis d'or et déjà concédé. J'ai tendu la main vers mon téléphone de bureau pour appeler Jake Torres, avant de me rappeler qu'il venait d'être relégué à un rôle consultatif. À la place, j'ai parcouru mes contacts pour y trouver le général Patricia Wells. Au Pentagone. Le général Wells avait été mon officier supérieur en Afghanistan. À l'époque où elle n'était encore que colonel, et que je dirigeais la sécurité des communications pour la base opérationnelle avancée Chapman. Elle avait sauvé ma carrière à 2 reprises, et ma vie une fois. Plus important encore, elle savait parfaitement que dans notre secteur, des vies humaines s'éteignaient lors que les machines tombaient en panne. L'appel a abouti dès la seconde tonalité. Frank Morrison, sa voix résonna. Claire et assurée. Je me demandais justement quand tu te déciderais à m'appeler. Général, nous devons nous parler. Et pas par les canaux habituels. Un silence s'est installé au bout du fil. Patricia Wells n'avait pas décroché ses 2 étoiles en ignorant les sous-entendus. Dans combien de temps peux-tu être au Marriott de Crystal City? Celui qui dispose de salles de conférence sécurisées. 30 minutes. Fait en vain. Et Frank apporte des preuves. J'ai passé 15 minutes à imprimer tout ce qui était possible, sans déclencher les alertes de sécurité du système. Les organigrammes de réorganisation de Brad, les contrats d'externalisation, le curriculum vie de Tyler Brooks montrant son absence criante d'accréditation. Surtout, j'ai imprimé les rapports de panne de communication qui s'accumulaient discrètement depuis un mois, en provenance de diverses unités sur le terrain. Le Marriott se trouvait à une courte distance en voiture de nos bureaux, si près du Pentagone que la moitié des clients de l'hôtel étaient soit des militaires d'active, soit des sous-traitants. J'ai retrouvé le général Wells dans la salle de conférence C, encore vêtu de son uniforme d'apparat bleu, de retour d'une cérémonie officielle. Elle lisait sur une tablette, mais leva les yeux à mon entrée. Tu as une mine affreuse, Frank. Merci, mon général. La journée a été rude. D'un geste, elle m'indiqua la chaise d'en face. Raconte-moi ce qui se passe chez Apex. Je lui ai tout exposé en détail. Les réductions de budget de Brad, les altérations des protocoles de sécurité, et l'externalisation de la maintenance de serveurs classifiés.
Au moment où j'ai évoqué le message de Tommy signalant les coupures, son visage s'est durci d'un coup. Combien d'unités signalent des problèmes de liaison? J'ai fait glisser un rapport imprimé sur la table. 17 au cours du mois dernier. Toutes dans des zones de combat actives, toutes victimes de perte de connexion intermittente ou de coupure totale de plusieurs heures. Le général Wells étudia le document, sa mâchoire se serrant davantage à chaque ligne parcourue. C'est inadmissible. Ces systèmes constituent des infrastructures critiques pour la survie de nos troupes. Je le sais bien, mon général, mais pour Brad Keisley, ce ne sont que des centres de coûts à optimiser. Brad Keisley, répéta TL, inscrivant le nom sur sa tablette. MBA de Stanford, passé par MC Kinsey, aucune expérience de la défense. Je connais ce profil. Il s'imagine que la guerre n'est qu'un problème commercial ordinaire, à résoudre à coups de diapositives PowerPoint. Il impose des modifications qui violent de plein fouet les exigences de la norme DOD 8570. J'ai tout consigné par écrit, ai-je ajouté, mais il m'ordonne de les appliquer malgré tout. Le général Wells s'adossa à son fauteuil. Frank, je veux que tu comprennes bien une chose. Ce que tu me décris là dépasse la simple incompétence managériale. Si ces pannes de communication entraînent des pertes humaines, et s'il est prouvé qu'elles découlent d'un mépris délibéré des protocoles de sécurité, nous parlons de poursuites pénales potentielles. Le poids de cette affirmation s'est installé lourdement dans le silence qui a suivi. Jusqu'alors, je n'y avais vu qu'un conflit professionnel, mais elle avait entièrement raison. Lorsqu'on gère des systèmes indispensables à la survie de soldats, rogner sur la sécurité s'apparente à jouer avec la vie et la mort. Quelles sont mes options, mon général? Officiellement, tu suis la voie hiérarchique, en espérant que la raison l'emportera. Elle marqua un temps d'arrêt, observant attentivement mes traits. Officieusement, tu notes absolument tout, et quand la situation finira inévitablement par déclencher une enquête du Congrès, tu veilleras à ce que les bonnes personnes reçoivent les bonnes informations. Fouillant dans sa mallette, elle en sortit une carte de visite. Représentant l'UTRA, de la Commission des services armés de la Chambre. Il pose beaucoup de questions ces derniers temps, sur le contrôle des sous-traitants de la défense. Une discussion avec lui pourrait s'avérer très utile. J'ai glissé la carte dans ma poche. Et pour la situation d'urgence? L'unité de Tommy, et les autres équipes qui subissent ces coupures? Je vais passer quelques coups de fil, pour voir si nous pouvons basculer les liaisons de secours vers d'autres prestataires. Mais Frank, ce n'est qu'un pansement temporaire. Le véritable problème de fond, c'est que des civils prennent des décisions cruciales pour des opérations militaires, sans en mesurer les conséquences réelles. Nous avons poursuivi l'entretien pendant 20 minutes supplémentaires, analysant les détails techniques des pannes, et les protocoles précis que Brad comptait supprimer. À mon départ, j'avais une vision parfaitement claire de la marche à suivre. De retour à mon bureau, un email de Brad m'attendait. L'objet indiquait calendrier de déploiement des protocoles de sécurité. Le message n'était que du jargon managérial dissimulant un ultimatum très clair. Brad exigeait l'application de ces nouveaux protocoles simplifiés sous 30 jours. Sans examen du Pentagone, sans test de terrain, et sans le moindre égard pour les troupes dépendant de ces réseaux. Uniquement un impératif de calendrier, dicté par ses objectifs de rentabilité trimestrielle. J'ai relu la pièce jointe à 2 reprises, relevant scrupuleusement chaque infraction aux réglementations fédérales de la défense. Le projet de Brad prévoyait de supprimer les protocoles de chiffrement de secours, de réduire la redondance des serveurs de 60%, et d'éliminer les systèmes de débrayage manuel, qui avaient pourtant sauvé des vies, lors de défaillance des automatismes. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Tommy. Encore plus de réseaux aujourd'hui.
3 heures entières cette fois. Jenkins dit que son unité est restée dans le noir complet pendant 8 heures hier. Qu'est-ce qui se passe avec le réseau? J'ai fixé l'écran du regard, sentant tout le poids de mes 42 années d'engagement peser sur mes épaules. Chaque protocole rédigé, chaque barrière de sécurité dressée, et chaque redondance pour laquelle je m'étais battu, tout se résumait à cet instant précis. Mon fils, ainsi que ses compagnons d'armes, comptaient sur des réseaux que Brad Keisley s'apprêtait à s'aborder, pour soigner ses marges. J'ai ouvert une nouvelle page blanche sur mon écran, et j'ai commencé à taper. Ce n'était pas une réponse au courrier de Brad, mais un tout autre document. Un rapport exhaustif, détaillant chaque entorse aux règles, chaque panne de communication recensée, et chaque décision privilégiant le profit, au détriment de la vie des militaires américains. À minuit, je disposais d'un dossier solide de 47 pages. Il réunissait des spécifications techniques détaillées, des chronologies comparées, et les déclarations écrites d'autres vétérans de l'entreprise, témoins impuissants de cette lente dégradation. Plus crucial encore, j'y avais joint les rapports de dysfonctionnement technique établissant un lien direct, incontestable, entre les économies de Brad et les pannes dans les zones de combat. Le lendemain matin, j'ai passé 3 appels téléphoniques capitaux. Le premier était destiné au bureau du représentant et, afin de solliciter une entrevue urgente au sujet de la surveillance des prestataires de la défense. Le deuxième s'adressait au colonel Rex Sullivan, de la Defense Intelligence Agency, DIA, qui supervisait l'utilisation de nos systèmes depuis 5 ans. Le troisième était pour Jake Torres, devenu simple consultant, mais toujours assez bien informé pour me confirmer mes pires soupçons. Frank? La voix de Jake trahissait une vive inquiétude. Je reçois des appels de chefs d'unité depuis lundi. Ces pannes de liaison se répètent de manière anormale. À quel point la situation est-elle grave, ai-je demandé, redoutant une réponse pire encore que mes craintes. Assez grave pour que 3 commandants de bataillons différents me demandent si nous disposons de canaux de secours d'urgence. Frank, ce ne sont pas de simples petits bugs informatiques. On parle de coupure de réseau totale, en pleine manœuvre d'action. La frustration perçait nettement dans ses paroles. Jake avait consacré un quart de siècle au renseignement de la marine, planifiant certaines des opérations les plus confidentielles dans le Pacifique. Il savait mieux que quiconque ce qu'impliquait un silence radio forcé, au pire moment possible. Quelle est la position officielle du Pentagone? Officiellement, ils suivent le dossier de près, et collaborent avec les prestataires pour résoudre ces incidents techniques. Officieusement, le général Wells pose des questions extrêmement embarrassantes sur les récentes réorganisations chez Apex. L'après-midi même, j'ai reçu le coup de téléphone attendu. L'assistant de Brad me demandait de monter dans son bureau, pour une mise au point urgente sur les échéances du projet. J'ai emporté mon dossier de pièces à conviction, puis je suis monté à l'étage de la direction. Le bureau de Brad, tout de verre et d'acier, offrait un panorama imprenable sur le dôme du Capitole. Il se tenait debout derrière sa table de travail, les bras croisés sur la poitrine, n'essayant même plus d'arborer son habituel sourire de façade. Frank, nous devons parler de ta réactivité face aux instructions de la direction. Je suis resté debout, bien droit, gardant ma posture militaire malgré mes vêtements civils. De quelle directive s'agit-il, monsieur? Le déploiement des nouveaux protocoles que je t'ai transmis hier. Ton équipe était censée entamer la phase de transition dès ce matin. C'est exact. Mes hommes ont refusé d'appliquer des directives qui contreviennent aux lois fédérales sur la défense, sans un ordre écrit émanant directement du Pentagone. Les yeux de Brad se sont plissés. Frank, je commence sérieusement à me demander si tu as encore ta place au sein de notre organisation. Ton opposition systématique au changement devient un véritable problème.
Mon opposition vise uniquement des réformes qui menacent directement la sécurité d'unité 2. Combat active, y compris celle où sert actuellement mon fils. Ta situation personnelle ne saurait dicter nos choix commerciaux, répliqua-t-il, reprenant ses arguments de la veille. Il est peut-être temps d'envisager de confier ces dossiers à quelqu'un doté d'eux. Moins d'affect personnel. La menace, claire et attendue, venait de tomber. Soit je m'effaçais pour le laisser mettre en danger mon fils ainsi que tous ses camarades, soit j'affrontais de plein fouet la machine administrative de l'entreprise. Monsieur, ai-je dit d'une voix neutre, je veille sur la sécurité de ces réseaux depuis 22 ans. J'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive quand on rogne sur la sécurité. Quand les liaisons coupent, de braves soldats y laissent leur vie. Franck. C'est précisément ce genre de mentalité archaïque qui freine le développement de notre société. La guerre moderne est numérique, automatisée et résiliente. Nous n'avons plus besoin des redondances paranoïaques des générations passées. Des redondances paranoïaques. Mes pensées se sont envolées vers cette embuscade de convoi près de Fallujah. En 2006. Les communications principales avaient lâché, et notre liaison satellite de secours avait été l'unique moyen d'appeler un soutien aérien, juste avant que notre position ne soit submergée. J'ai aussi repensé à la cyberattaque ayant visé nos activités en Asie, en 2018. Les protocoles de cryptage redondants, ceux que Brad s'apprêtait à détruire, avaient été le seul rempart, évitant le piratage de plans de bataille hautement stratégiques. Ces redondances prétendument paranoïaques m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Lui ai-je rétorqué. Et elles sauvent des vies à l'instant même où nous parlons. Brad contourna lentement son bureau, s'approchant si près que je pouvais sentir l'odeur de son parfum de luxe. Franck, je vais être très clair. Soit tu déploies ces protocoles d'ici la fin de la semaine, soit je recrute quelqu'un d'autre pour le faire. Quelqu'un capable de comprendre que nous gérons une entreprise, pas une œuvre de charité pour soldats sur le retour. Soldats. Sur le retour. 42 ans de bons et loyaux services. Voilà comment ils me percevaient. Voilà comment ils nous considéraient tous. Jake Torres, Patricia Wells, chaque vétéran ayant voué son existence à protéger l'Amérique. Je prends note de votre position, monsieur, ai-je répondu. Je réitère ma demande d'obtenir cette directive par écrit, ainsi que votre décharge signée stipulant que ces choix peuvent impacter la sécurité des hommes en mission. C'est bon. Répliqua-t-il en se tournant vers son clavier, tu l'auras dans l'heure. Je suis sorti de son bureau avec la certitude que la bataille venait de commencer. Ce n'était pas cette petite guerre d'influence interne que j'avais tant cherché à éviter, mais un combat bien plus vaste. Une lutte acharnée pour préserver l'éthique d'une industrie qui avait égaré sa mission d'origine. Quelque part entre deux bilans financiers trimestriels, et une assemblée générale d'actionnaires. La descente en ascenseur vers mon bureau m'a permis de rassembler mes idées. Brad avait fait son choix, le profit avant les vies humaines, et la rentabilité financière avant la sécurité opérationnelle. C'était à mon tour de faire le mien. Une fois assis devant ma table, j'ai sorti la carte de visite confiée par le général Wells, puis j'ai composé la ligne directe du représentant et son assistant m'a immédiatement mis en relation. Monsieur Morrison. La voix de portait en elle toute l'autorité de quelqu'un ayant passé 20 ans à poser des questions embarrassantes dans les couloirs du Capitole. Le général Wells m'a prévenu de votre appel. Si j'ai bien compris, vous avez de sérieuses réserves concernant le contrôle de nos sous-traitants. Monsieur le représentant, je possède des preuves formelles de manquements gravaux. Protocole de sécurité, qui affecte directement des opérations de combat en cours. Nos soldats perdent leurs moyens de liaison essentiels à cause d'économies budgétaires sauvages, qui violant ouvertement les directives de la défense fédérale. Un silence se fit. À quelle heure pouvez-vous être à Washington? Cet après-midi même. Très bien, à mon bureau, à 15 heures. Et
Apportez absolument tout votre dossier. 2 heures plus tard, je me tenais assis en face du représentant et, dans son bureau du Art Senate Office Building, entouré de drapeaux américains et de photographies de ses visites aux troupes déployées à l'étranger. Il épluchait mes pièces jointes avec l'attention soutenue de celui qui sait qu'un simple document de bureau peut sceller le destin de soldats sur le terrain. Ces éléments sont accablants, murmura-t-il, en reposant les signalements de panne de réseau. Vous affirmez donc qu'Apex Défense Solutions applique des réductions budgétaires en violation flagrante des exigences de sécurité imposées par le Pentagone? Oui, monsieur. Et lorsque j'ai protesté, on m'a intimé l'ordre de m'exécuter, sous peine d'être licencié sur le champ. Et s'adossa à son siège, pensif. Monsieur Morrison, les faits que vous décrivez s'apparentent à une négligence criminelle grave, dans le cadre de la fourniture de services de défense nationale. Si ces pannes venaient à provoquer des pertes militaires, les dirigeants impliqués s'exposeraient à des poursuites pénales devant la justice fédérale. Décrochant son combiné, il composa un numéro interne. Marie, passez-moi immédiatement le général Patterson, au bureau de l'inspecteur général. Dites-lui que c'est de la plus haute importance. Pendant qu'il attendait en ligne, j'ai imaginé Brad Kessler, confortablement installé dans sa tour de verre, en train d'évaluer ses profits du trimestre pendant que nos gars perdaient tout signal au milieu du désert. Il m'avait traité de vieux militaire fini, mais il allait bientôt découvrir ce que le réseau d'un soldat fort de 42 ans de carrière pouvait déclencher lorsqu'on le poussait à bout. L'entretien dura 2 heures. À mon départ, le représentant avait officiellement lancé une procédure d'enquête parlementaire sur le contrôle des prestataires, tandis que l'inspecteur général du Pentagone ouvrait des investigations approfondies sur les dérives d'Apex. Le lendemain matin, ce fut le chaos. En arrivant au parking, j'ai découvert 3 grands SUV noirs stationnés devant l'entrée, et des hommes en costume sombre en train de vérifier minutieusement les badges d'accès à l'accueil. L'enquête de l'inspecteur général s'était mise en branle bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que j'atteigne mon bureau. C'était Jake Torres, qui m'appelait de chez lui. Frank, qu'est-ce que tu as fabriqué? J'ai des enquêteurs fédéraux de la défense sur le dos, qui m'assaillent de questions sur les protocoles d'Apex. J'ai simplement fait ce que nous aurions dû faire depuis des semaines, ai-je répondu calmement. J'ai signalé ces manquements par la voie réglementaire. D'où Jésus, Frank, tu as conscience de ce que cela implique? Un audit complet de la boîte, des auditions publiques devant le Congrès, la totale. Brad va devenir fou furieux. Il n'avait pas tort. Mais j'avais passé bien trop de nuits blanches à imaginer l'unité de mon fils isolé, sans réseau en zone hostile, pendant que Brad Kessler fignolait ses graphiques de rentabilité. Certains combats méritent d'être menés. Peu importe ce qu'il en coûte sur le plan personnel. L'email officiel est tombé à 10h47 précise. Objet, mise à pied conservatoire, dans l'attente des conclusions de l'enquête. Amanda Price exigeait ma présence immédiate dans son bureau. J'ai ramassé mes dossiers de notes, puis je suis monté à l'étage supérieur, croisant au passage des agents fédéraux en train d'auditionner des collègues dans les salles de réunion. La belle mécanique de l'entreprise, si sûre d'elle la veille, ressemblait désormais à un navire prenant l'eau de toutes parts. Le bureau d'Amanda paraissait plus étroit sous l'effet de la menace judiciaire qui planait sur l'étage. Elle était entourée de 2 hommes inconnus, probablement des avocats d'affaires dépêchés en urgence pour gérer la crise. Frank, commença-t-elle, son enthousiasme habituel s'étant mué en une tension nerveuse palpable. Nous te signifions ta mise à pied administrative. Le temps que l'enquête fédérale aille à son terme. Est-ce un licenciement déguisé? L'un des juristes s'avança sur sa table. Monsieur Morrison, nous comprenons que vous ayez formulé certaines réserves à l'encontre de la politique de l'entreprise. Bien que nous respections votre
d'alerte, la nature même de vos accusations nous oblige à diligenter un audit interne indépendant. Audit interne. Le jargon d'entreprise parfait pour désigner une vaste opération de limitation des dégâts et de couverture mutuelle. Il s'apprêtait visiblement à rejeter toute la responsabilité sur un salarié mécontent, aux idées prétendument dépassées sur la sécurité. J'ose espérer que cette mise à pied conservatoire est rémunérée, ai-je demandé. Absolument. S'empressa d'ajouter Amanda, il s'agit d'une simple mesure de précaution, le temps d'éclaircir les points de droit soulevés par les autorités. J'ai acquiescé d'un signe de tête, puis je me suis levé. Je souhaite obtenir cette confirmation par écrit, accompagnée de l'assurance écrite que mes habilitations de sécurité restent pleinement actives. Quitter les locaux d'Apex cet après-midi-là m'a laissé une impression d'irréalité totale. 22 années passées à nouer des partenariats solides, à perfectionner nos équipements, et à veiller sur nos réseaux stratégiques. Et tout cela s'achevait par un simple carton contenant mes affaires personnelles. Sous l'escorte d'un agent de sécurité jusqu'au garage de l'immeuble. But à la différence des purges d'entreprise habituelles, je ressentais la profonde satisfaction d'avoir allumé une mèche, qui allait consumer méthodiquement chaque recoin du petit empire d'économie de Brad Kessler. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais mon carton dans le coffre de mon pick-up. C'était le général Wells. Frank, j'ai appris pour ta mise à pied. Comment vas-tu? Mieux que prévu. Mon général. Comment progresse l'enquête de votre côté? Plus vite que nous ne l'espérions. Le bureau de l'inspecteur général a jugé tes preuves extrêmement accablantes. Ils viennent d'ailleurs d'étendre leurs investigations à 3 autres prestataires militaires, qui appliquaient des réorganisations très similaires à celles d'Apex. La tournure des événements dépassait toutes mes espérances. Si l'enquête venait à démontrer que de telles politiques budgétaires mettaient en péril la sécurité des troupes chez plusieurs prestataires de la défense, cela déclencherait à coup sur des auditions parlementaires majeures, ainsi que de graves poursuites pénales. Des mesures correctives ont-elles été prises sur le terrain? C'est en cours. Des protocoles de crise sont appliqués pour réorienter d'urgence les signaux vers des canaux de secours sécurisés. L'unité de ton fils bénéficiera d'une liaison parfaitement stable d'ici 48 heures. Un immense soulagement m'a envahi. Que importait l'avenir de ma carrière, tant que Tommy et ses camarades bénéficiaient de la couverture indispensable pour mener à bien leur mission, et rentrer sains et saufs chez eux. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de dépositions formelles, de témoignages devant les commissions, et d'entretiens avec les journalistes. L'affaire a éclaté au grand jour un mardi matin. Les gros titres annonçaient: l'enquête sur un sous-traitant militaire révèle des failles de sécurité majeures, mettant en danger nos troupes. Dès le mercredi, le scandale s'affichait en première page du Washington Post, faisant l'ouverture de tous les journaux spécialisés de la défense. Le nom de Brad Kessler figurait dans chacun des articles, agrémentés de citations issues de ses présentations d'optimisation budgétaire, ainsi que d'extraits de ses notes internes où il qualifiait nos mesures de protection de paranoïa obsolète. Cet homme, qui m'avait dépeint comme un soldat fini, était désormais devenu aux yeux du monde entier le symbole de la cupidité et de la négligence criminelle dans l'industrie de l'armement. L'audition solennelle devant le Congrès fut fixée à un jeudi matin, vers la fin du mois d'octobre. Je suis arrivé 13 ans avance, vêtu de mon uniforme de cérémonie officielle pour la première fois depuis plus de 20 ans. La salle d'audience était comble, pleine de journalistes, d'assistants parlementaires, et de familles de militaires touchés par les coupures de réseau. Le représentant ouvrit la séance à 10 heures précises. À la table des témoins se tenaient 3 personnes, moi-même, Brad Kessler, extrêmement pâle, dans son costume sur mesure, et le général Patricia Wells, porte-parole officielle du Pentagone. Le contraste visuel sautait aux yeux.
2 militaires. De carrière, encadrant un jeune cadre supérieur d'entreprise qui n'avait jamais entendu de sa vie un seul coup de feu tiré au combat. Monsieur Morrison, commença le représentant et, vous cumulez 42 ans de service au sein des forces armées et de la défense nationale. Selon votre expertise professionnelle, les changements structurels décidés par Apex Défense Solutions ont-ils compromis l'intégrité physique de nos militaires? Je me suis approché du micro. Monsieur le représentant, les dispositifs de sécurité abolis par Monsieur Kessler ont pourtant été conçus à la suite de failles techniques avérées, ayant coûté des vies humaines. Supprimer le chiffrement de secours, réduire la redondance de nos installations, et confier la maintenance de systèmes confidentiels à des prestataires non accrédités ouvre des brèches béantes que nos adversaires peuvent exploiter à tout moment. Auriez-vous des exemples précis de l'impact de ces décisions sur le déroulement des missions actuelles? J'ai ouvert mon volumineux dossier, puis j'ai donné lecture des rapports d'incidents techniques. Unité par unité, jour après jour, j'ai apporté les preuves démontrant de quelle manière les coupes sombres de Brad avaient privé nos forces de toute visibilité en zone ennemie. Au moment où j'ai évoqué le cas de la section de Tommy, restée coupée du monde. Pendant 8 heures lors d'un convoi logistique, plusieurs parlementaires se sont redressés, affichant une inquiétude indiscutable. Monsieur Kessler, déclara le représentant et en se tournant vers lui, comment répondez-vous à ces accusations graves? Brad réajusta sa cravate d'un geste nerveux. Monsieur le représentant, Apex Défense Solutions reste pleinement dévoué à sa mission d'assistance technique auprès de nos partenaires de la défense. Les restructurations que nous avons opérées visaient à moderniser des installations vieillissantes, tout en préservant scrupuleusement nos standards de sécurité. Installations vieillissantes, ai-je répété, ne parvenant pas à masquer le ton acerbe de ma voix. Monsieur le représentant, ces soi-disant installations vieillissantes ont permis de maintenir nos forces connectées, et en sécurité, pendant plus de 20 ans. Monsieur Kessler y voit des redondances paranoïaques. Mais la redondance est précisément ce qui permet de sauver nos hommes lorsque nos liaisons de base lâchent sous les tirs ennemis. Les débats se prolongèrent durant 3 longues heures. Les explications de Brad devinrent de plus en plus évasives, à mesure que les élus remettaient en cause ses compétences pour trancher des dossiers aussi techniques. Lorsque le représentant Martinez l'interrogea directement sur ses états de service militaire, l'aveu de Brad, reconnaissant n'avoir jamais porté l'uniforme, suscita des murmures réprobateurs dans toute l'Assemblée. Le général Wells lui porta le coup de grâce lors de sa déposition. Elle présenta des statistiques officielles du Pentagone révélant que les dysfonctionnements techniques chez nos sous-traitants avaient bondi de 340% depuis que les plans d'optimisation financière privilégiaient la rentabilité, au détriment de la protection opérationnelle. Les protocoles abolis par Monsieur Kessler, déclara-t-elle solennellement, ne constituent en aucun cas des options ou de simples habitudes techniques. Ce sont des obligations légales imposées par l'État, adoptées suite à des défaillances dramatiques ayant coûté la vie à de jeunes Américains. Les supprimer unilatéralement violent non seulement la lettre, mais également l'esprit même des règles régissant nos marchés publics. Lorsqu'on l'interrogea sur la légitimité de Brad à modifier ses protocoles de sécurité de son propre chef, sa réplique fut sans appel. Monsieur le représentant, vous ne demanderiez pas à un conseiller en gestion d'effectuer une chirurgie du cerveau. La sécurisation de nos réseaux tactiques exige des compétences pointues, forgées par des années de terrain et d'expérience opérationnelle active. Monsieur Kessler ne dispose d'aucune des deux. L'audience s'acheva sur la promesse du représentant et d'étendre les investigations à l'ensemble du secteur, et de déposer un projet de loi imposant une expérience militaire concrète pour tout poste de direction veillant sur des réseaux sensibles. En descendant les marches du Capitole, j'ai retrouvé Jake Torres qui m'attendait, un large sourire aux lèvres, comme si nous venions de décrocher le gros lot. Frank, vieux brigand. Tu as vu la tête de Kessler quand le général Wells a
réduit sa crédibilité en miettes? Je me réjouis surtout que la vérité ait éclaté, ai-je dit, même si je ne pouvais dissimuler mon immense plaisir à voir l'arrogance managériale de Brad voler en éclats, sous les questions pressantes de la commission. La vérité? Mais tu viens de bouleverser tout notre secteur d'activité. Dorénavant, chaque entreprise de défense réfléchira à 2 fois avant de confier nos équipements stratégiques à de jeunes diplômés d'écoles de commerce obnubilés par les chiffres. Mon téléphone a vibré, m'indiquant un court message de Tommy. Papa, le réseau est d'une stabilité absolue depuis 15 jours. Quel que soit le miracle que tu as accompli, un grand merci. Je rentre le mois prochain. 6 semaines plus tard, je me retrouvais assis dans cette même salle de réunion du Marriott où toute cette aventure avait démarré, face au général Wells et à 2 hommes vêtus de costumes très élégants. Le plus âgé d'entre eux se présenta sous le nom de Richard Sterling, président du conseil d'administration d'Apex Défense Solutions. Monsieur Morrison, commença-t-il d'un ton chaleureux, nous aimerions vous proposer de prendre les fonctions de directeur de la sécurité opérationnelle. Vous dépendrez directement du conseil d'administration, et vous disposerez des pleins pouvoirs sur nos protocoles de défense, ainsi que sur nos activités de liaison avec les armées. La rémunération annuelle qu'il me proposa s'élevait au double de ce que je gagnais auparavant, en tant que simple analyste senior. Plus crucial encore, cette fonction m'accordait un droit de veto absolu sur la moindre restructuration interne susceptible d'affecter l'intégrité de nos réseaux d'information militaire. Qu'en est-il de Brad Keisley, ai-je demandé. Le plus jeune des 2 hommes en costume, qui s'était présenté comme le directeur juridique d'Apex, prit la parole. Monsieur Keisley a été démis de ses fonctions dès la clôture de l'enquête parlementaire. De plus, il fait actuellement l'objet de poursuites pénales de la part des autorités fédérales, pour violation délibérée des règles de sécurité de la défense. Sterling se pencha en avant, sincère. Frank, nous avons un besoin impératif de personnes qui comprennent que la mission de cette entreprise dépasse les simples exigences de rentabilité commerciale. Notre rôle consiste à préserver la sécurité de nos soldats, et à les garder connectés. Le Conseil souhaite que vous rebâtissiez entièrement notre culture de sécurité, à partir de zéro. J'ai jeté un regard en direction du général Wells, qui approuva d'un hochement de tête à peine perceptible. Qu'en est-il de nos collègues vétérans écartés? Lors de ces réorganisations, Jake Torres va être rétabli dans ses fonctions d'officier de liaison principale, déclara promptement Sterling. De plus, nous mettons en place une politique d'embauche prioritaire en faveur des anciens combattants, pour chaque poste touchant de près ou de loin à nos équipements sensibles. L'ironie de l'histoire était saisissante. Brad s'était évertué à écarter méthodiquement les anciens militaires de notre organisation, et son cuisant échec aboutissait à leur confier les rênes de toute l'infrastructure de défense d'Apex. J'accepte votre offre, ai-je conclu, mais à plusieurs conditions bien précises. Nous vous écoutons. Tout projet de modification de nos règles opérationnelles fera l'objet d'un examen préalable obligatoire par le Pentagone. Sans la moindre exception, et sans aucun passe-droit d'urgence. Deuxièmement, toute velléité de réduction des coûts risquant de peser sur la sécurité exigera un vote du Conseil d'administration, ainsi que ma signature d'approbation. Troisièmement, des formations d'initiation au matériel militaire seront imposées à l'ensemble du comité de direction. Sterling esquissa un large sourire. Accepté sur tous les points. Quand pouvez-vous commencer? Dès lundi. Franchir de nouveau les portes d'Apex Défense Solutions le lundi suivant m'a procuré le sentiment enivrant de revenir sur une plaine de combat, où notre camp venait d'emporter une victoire décisive. Les slogans de management moderne vantant l'efficacité financière avaient disparu des murs, remplacés par des photos d'unités militaires dont nous assurions les liaisons sur le terrain. Les
Plateaux ouverts en open space que Brad affectionnait tant étaient en cours de cloisonnement, pour redevenir des bureaux sécurisés certifiés aux normes confidentielles. Mon nouveau bureau se trouvait désormais à l'étage de la direction. Une superbe pièce d'angle, avec vue directe sur le Pentagone. La plaque métallique fixée sur la porte indiquait simplement « Frank Morrison, directeur de la sécurité opérationnelle ». Pourtant, le détail qui m'apportait le plus grand bonheur restait ce simple cadre posé sur ma table, une photo de Tommy en équipement complet, adressant un sourire confiant à l'objectif, juste à côté d'une antenne de transmission que j'avais personnellement contribué à mettre au point. 6 mois seulement après ma prise de fonction, Apex était érigé en référence absolue pour la sécurité parmi les prestataires du ministère de la Défense. La nouvelle loi votée par le Congrès imposait à présent une expérience des armées. Pour tout cadre dirigeant gérant nos infrastructures stratégiques, une disposition légale que les observateurs du secteur appelaient déjà familièrement la règle Morrison. Toutefois, la plus belle des récompenses venait de nos indicateurs de performance technique. Les pannes de réseau sur les théâtres d'opération avaient chuté de 87% depuis le rétablissement de nos anciens protocoles d'assurance de sécurité. Fini l'époque où des soldats américains se retrouvaient brutalement coupés de tout contact pendant des heures, simplement parce qu'un jeune diplômé en gestion avait jugé les circuits de secours trop onéreux. Tommy est rentré au pays au mois de décembre, 2 semaines avant les fêtes de Noël. Je suis allé l'attendre à l'aéroport national Reagan, le regardant s'avancer dans le hall de gare en grand uniforme, visiblement mûri et plus sûr de lui qu'au moment de son départ, 8 mois auparavant. « Papa » s'écria-t-il, laissant tomber son sac de paquetage sur le sol pour m'étreindre chaleureusement. Les gars de mon unité me répétaient tous que tu étais devenu une véritable légende sur le terrain. Il paraît que tu as fait trembler toute une multinationale, juste pour réparer nos radios. J'ai simplement fait mon devoir, fiston, ai-je dit, sans toutefois pouvoir dissimuler ma grande fierté. Comment se sont comportés nos équipements durant vos dernières semaines de mission? D'une stabilité exemplaire. Aucune panne à signaler, pas la moindre perte de signal, et plus aucune crainte de perdre la liaison avec notre quartier général lors des déplacements. Cela a changé notre vie là-bas. Le soir même, alors que je me tenais sur la terrasse arrière de notre maison, une bière à la main, écoutant Tommy raconter son voyage à sa mère, mes pensées sont allées vers Brad Kessler. D'après les dernières nouvelles de Jake Torres, il travaillait maintenant pour une petite SSI civile en Californie, s'occupant de la maintenance des réseaux de bureaux ordinaires. Sans accréditation, sans accès au marché militaire, et désormais hors d'état de nuire à nos troupes. Avec ses obsessions d'économie sauvage. Le soldat prétendument fini avait belle et bien survécu au jeune loup de la finance. Mon téléphone émit un court signal sonore. C'était un message du général Wells. Frank, je tenais à t'informer personnellement que le Pentagone vient de recommander Apex, pour l'attribution du grand marché des transmissions du Pacifique. Un contrat de 4,2 milliards de dollars répartis sur 5 ans. Vos protocoles de sécurité ont été expressément présentés comme le facteur décisif. J'ai souri de satisfaction, puis j'ai rédigé ma réponse, bien reçue, mon général. Nous veillerons à ce qu'il reste connecté. Le lendemain matin, une dernière nouvelle est venue clore définitivement cette histoire. Amanda Price démissionnait de ses fonctions de directrice des ressources humaines, invoquant des motifs personnels que chacun traduisait par une fuite salutaire, avant que la prochaine vague d'enquête fédérale ne vienne frapper notre secteur. Tyler Brooks, quant à lui, tint à peine un mois supplémentaire, avant de donner discrètement sa démission pour chercher de nouveaux débouchés dans le privé. En réalité, aucun sous-traitant de la défense nationale ne souhaitait l'engager. Son nom figurant en bonne place dans les comptes rendus d'audience du Congrès. Comme l'homme ayant appuyé la destruction des protocoles sans même en saisir la portée.
La soirée de Noël d'Apex revêtit une toute autre atmosphère cette année-là. Au lieu des habituels diaporamas sur l'optimisation financière, nous avons eu le privilège d'écouter le général Wells nous parler de la place vitale des réseaux de communication de confiance dans les théâtres d'opérations modernes. L'ovation sincère de l'Assemblée, lorsqu'elle a salué mon action pour rétablir la protection de nos réseaux, venait de salariés pleinement conscients que leur investissement au quotidien avait un impact direct sur la vie des troupes. En montant sur l'estrade à mon tour pour prendre la parole, j'ai contemplé notre public, composé désormais de 60% d'anciens combattants, contre à peine 25% à l'époque où Brad menait sa prétendue politique d'inclusion qui n'était qu'un prétexte pour évincer les profils expérimentés. Il y a un an à peine, ai-je débuté, on m'expliquait ici même que j'étais un soldat dépassé, défendant des règles techniques d'un autre temps. On me disait que mon attachement émotionnel à ces systèmes entravait le développement commercial de notre entreprise. Un silence de cathédrale s'est installé dans la salle. But voici ce que cette personne n'avait pas intégré. Quand on a consacré 42 ans de son existence à veiller sur nos troupes, quand son propre fils patrouille avec son arme en territoire ennemi, et quand on a vu mourir de braves combattants faute de réseau. Point, il ne s'agit plus d'attachement émotionnel. Il s'agit de responsabilité professionnelle. Toute l'assemblée s'est levée d'un seul bloc, m'offrant des applaudissements nourris qui se sont prolongés durant 3 minutes entières. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert un paquet déposé sur ma table de travail. Sans adresse d'expéditeur, il portait simplement mon nom inscrit en lettres majuscules d'imprimerie. À l'intérieur reposait un petit drapeau américain, accompagné d'une note « Merci de nous avoir permis de rester à l'écoute. L'équipe des transmissions de la 82e division aéroportée. J'ai un temps envisagé de l'encadrer, avant de préférer le ranger précieusement dans l'un de mes tiroirs de bureau. C'était un rappel constant que nos fonctions ne se résumaient pas à des titres ronflants, à de grandes pièces d'angle, ou à des places réservées sur les parkings de la direction. Notre rôle consistait à garantir que, lorsque le sergent-chef Morrison et ses camarades réclameraient de l'aide sous le feu ennemi, quelqu'un soit toujours là pour leur répondre. Brad Kessler m'avait qualifié de vieux soldat sur le déclin. Mais les militaires ne s'avouent jamais vaincus. Ils se postent en défense, ils s'adaptent aux circonstances, et ils mènent à bien leur mission, envers et contre tout. Le gardien des protocoles avait repris son tour de garde.